Bonjour à vous les intermouettes, c'est Kikez et bienvenue dans ce 4e épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. De nos premiers gribouillages d'enfants jusqu'à notre écriture d'adulte, nous passons des années à grandement perfectionner notre maniement du stylo. Mais même avec les réflexes d'un adulte, nous restons confrontés à un problème de taille. Premièrement, l'écriture manuscrite mobilise une main entière pour écrire tandis que la deuxième sert généralement à tenir le support. La main avec laquelle vous écrivez va alors progressivement se fatiguer si jamais vous écrivez longtemps sans faire de pause. Deuxièmement, les lettres doivent être formées une à une, et malgré l'automatisation de l'écriture, ce n'est pas quelque chose qui se fait instantanément. Troisièmement, enfin, un problème de lisibilité. Non seulement les graphies évoluent au cours du temps, comme par exemple la lettre S qui a pendant longtemps ressemblé à un F minuscule, mais la façon de former les lettres évolue également en fonction des modes et des techniques de l'époque, rendant parfois les textes anciens difficilement lisibles. De plus, certaines personnes atteintes de troubles dyspraxiques peuvent avoir une écriture peu lisible si les lettres ne sont pas formées avec application. L'écriture manuscrite est donc loin d'être la solution parfaite même si elle reste technologiquement la plus simple. L'idée de faire travailler chaque doigt indépendamment de ses semblables a germé. Pour tenter d'atteindre ce Graal, une machine révolutionnaire qui allait permettre à l'humanité de mieux comprendre son univers, de mieux se soigner et de braver tous les dangers et de conquérir la galaxie a été créée, la machine à écrire. Et les claviers qui équipent nos ordinateurs et autres appareils numériques en sont les descendants directs. S'il est tout à fait logique pour des langues n'utilisant pas l'alphabet latin d'avoir des claviers spécifiques, voire même très différents, pourquoi plusieurs langues utilisant le même alphabet ont-elles des claviers différents ? Pour le comprendre, il faut revenir sur l'origine et l'évolution des claviers, et c'est ce que nous allons voir ensemble. C'est à un inventeur anglais du nom de Henry Mill que l'on doit le premier brevet de machine à écrire en 1714. On a au final assez peu d'informations sur le fonctionnement de la machine, et on ne sait même pas si elle fut réellement construite. Plusieurs machines avec des fonctionnements différents verront le jour, mais c'est l'italien Giuseppe Ravizza qui va réellement jeter les bases de la machine à écrire avec sa Cembalo Scrivano en 1837. Sa disposition est très fortement inspirée de celle du piano avec ses touches blanches et noires. La première ligne est entièrement dédiée à la ponctuation, et sur la deuxième et troisième ligne se trouvent les lettres. Pour la disposition, on remarquera que les voyelles sont réunies d'un côté, tandis que le reste du clavier respecte dans les grandes lignes l'ordre alphabétique. Un des gros inconvénients de cette machine et de celles qui la suivront est que les lettres sont imprimées sur le dessous de la feuille posée horizontalement. Il est donc totalement impossible de voir ce qui est tapé. Mais c'est à l'imprimeur américain Christopher Latham Scholes que l'on doit la disposition du clavier. Dès 1867, en s'inspirant des machines existant déjà à son époque, il va se lancer dans la création d'une machine au mécanisme simplifié. Malheureusement pour lui, aucune société n'est intéressée par sa machine et il décide donc de repenser le clavier pour améliorer le confort d'utilisation. Il passe donc à 4 lignes de touches et va arranger la disposition afin de minimiser le risque de blocage des bras mécaniques qui ont tendance à se télescoper. Cette disposition est nommée QWERTY en référence à la position des premières lettres du clavier. En 1873, la société Remington achète finalement la machine à Scholes et va alors la produire en masse et assurer son succès aux États-Unis. Cette disposition va petit à petit s'imposer et finira par devenir la norme aux États-Unis et s'exportera dans le monde entier. Cependant, les contraintes des différentes langues fait que le clavier QWERTY est peu pratique en dehors de l'anglais. Pour s'adapter au mieux, la disposition de base va très légèrement être modifiée en Europe en fonction de la langue, et c'est ainsi que va naître dans les années 1890 la disposition AZERTY en France qui sera également adoptée par la Belgique. À la même époque, le QWERTZ va lui apparaître en Allemagne et va s'étendre aux pays germanophones alentours. Les autres pays préféreront utiliser le clavier QWERTY en y ajoutant les caractères spécifiques à leur langue. Mais la machine à écrire n'a pas fini d'évoluer et va connaître d'autres modifications technologiques. George Canfield Blinkens der Fer va mettre au point et présenter en 1891 la Blickens der Fer numéro 1. Le marché américain ayant de trop gros concurrents, c'est grâce à l'Europe que la marque va se développer grâce principalement à la Blick numéro 5 commercialisée en 1894. Cette dernière, mécaniquement réduite au strict minimum, est extrêmement légère, ce qui en fait une excellente machine transportable. Mais ce nombre réduit de pièces mécaniques lui permet d'être commercialisé pour une trentaine de dollars, soit 4 fois et demi moins cher que la plupart des autres machines de l'époque. Cela est possible grâce à un système innovant apparu quelques années auparavant. Ce système remplace les nombreux bras mécaniques par une unique tige au bout de laquelle est placé un cylindre gravé des caractères à imprimer. Cela permet non seulement de réduire les pièces de la machine et donc son prix, mais également de changer de cylindre afin de modifier la police d'écriture. Notons au passage que Blick, peu satisfait de la disposition QWERTY, développera pour ses machines la disposition ZXKG. Malheureusement, la Première Guerre mondiale va mettre la société en difficulté financière en la coupant de l'Europe qui est son marché principal. La mort en 1917 de son fondateur ne fera qu'aggraver les choses et entraînera la fermeture définitive en 1919 de la société.
Malgré la disparition de la société, les machines Blick vont continuer à nourrir l'imagination des cerveaux de l'époque. C'est ainsi que dans les années 1920, l'éducateur et psychologue américain August Dvorak et son beau-frère William Deeley vont repenser le clavier des machines à écrire pour trouver une alternative à l'archaïque disposition QWERTY. Ils remarquent en effet que les lettres ne sont pas particulièrement bien réparties sur le clavier par rapport à l'utilisation qu'en fait l'anglais. Dans ce discours d'Abraham Lincoln, prononcé à Gettysburg en 1863, les lettres surlignées en noir représentent des touches qui ne sont pas sur la ligne centrale du clavier. Or, cette ligne centrale est celle où les doigts sont en position de repos en temps normal. Ces touches sont donc directement accessibles sans le moindre mouvement. On remarque que sur le clavier QWERTY, la très grande majorité du discours utilise des touches qui nécessitent des déplacements des mains sur la première ou troisième ligne. Sur cette carte des fréquences d'utilisation, on voit que les touches les plus utilisées en anglais sont réparties un peu partout sur le clavier. Pendant plus de 10 ans, les deux compères vont étudier les textes anglais pour connaître la fréquence d'apparition de chaque lettre pour optimiser leur disposition. Enfin, en 1932, leur travail est arrivé à son terme. On voit qu'avec cette nouvelle disposition, le discours de Gettysburg contient maintenant beaucoup plus de lettres situées sur la ligne centrale, ce qui optimise grandement la frappe. Dvorak va alors commencer à démarcher les entreprises pour les convaincre de fabriquer des machines avec sa disposition. En ces temps de récession économique, aucune entreprise ne veut assumer seule ce risque et les deux compères se retrouvent avec une réponse négative systématique. Dvorak et Deeley publient en 1936 avec Nellie Merrick et Gertrude Ford un livre intitulé Typewriting Behavior pour faire connaître leur travail et tenter de convaincre les gens de l'utilité de changer la disposition des claviers. Malheureusement, après la Grande Dépression, c'est la Seconde Guerre mondiale qui vient faire tomber l'idée des deux compères dans l'oubli. Dvorak continuera néanmoins à travailler pour adapter les dispositions et créera dans les années 1940 des dispositions à une seule main pour les vétérans de guerre amputés. Le travail de Dvorak finira alors par porter ses fruits puisque l'armée américaine décidera de commander 2000 machines munies de la disposition Dvorak. Mais malheureusement, cette commande n'aboutira pas puisque le Trésor public américain mettra son veto à cet achat jugé inutile. Malgré tout, cette commande aura l'avantage de prouver aux fabricants qu'un marché pour cette configuration existe et des machines Dvorak seront fabriquées en petit nombre et se vendront facilement. Cependant, le marché trop petit n'en faisant pas un produit viable, les modèles furent rapidement abandonnés les uns après les autres. Mais la transition entre les machines à écrire et les ordinateurs ne va au début pas changer grandement la donne. En effet, puisque les ordinateurs de l'âge de pierre nécessitent un clavier pour leur interface, c'est tout logiquement la disposition des machines à écrire qui est réutilisée. Mais à partir des années 1980 et la démocratisation des ordinateurs, les choses vont commencer petit à petit à changer. Ces derniers envahissent en effet tous les corps de métier et rapidement les problèmes articulaires et les tendinites qui sont le lot de ces différentes positions standards vont commencer à poser problème. Face aux plaintes grandissantes à propos des claviers, les constructeurs vont tenter de les modifier. Affranchis de la rigueur des mécanismes des machines à écrire, diverses formes commencent à apparaître pour épouser les mouvements des doigts et minimiser les déplacements des mains et les positions inconfortables. Mais si ces claviers tentent par leur design de compenser les problèmes liés à la disposition des touches elles-mêmes, ces problèmes ne disparaissent pas totalement. Et c'est par le biais d'internet que les idées vont commencer à circuler. Le travail de Dvorak et Deeley est à nouveau mis sur le devant de la scène. Les gens vont alors remettre en question les différentes dispositions standards dont leurs machines sont équipées, et les forums en ligne vont accélérer ces échanges et souder les communautés. Car en effet, si la modification d'une machine à écrire requiert un certain talent en mécanique, la modification d'un ordinateur n'est en revanche qu'une question de paramétrage. N'importe qui pouvant modifier les paramètres et changer la position des touches, les claviers Dvorak bricolés commencent alors à se populariser et les communautés s'échangent les techniques pour modifier les paramétrages des ordinateurs en conséquence. Même si les ordinateurs sont équipés d'un clavier QWERTY par défaut, la popularité du Dvorak va faire qu'il sera proposé en option dans les paramètres de certains ordinateurs. En 1984, une estimation donne 100 000 personnes utilisant quotidiennement le Dvorak. Tout au long des années 1990, les différentes communautés de chaque pays vont alors réfléchir à des dispositions permettant d'optimiser la frappe dans leur langue. C'est ainsi que va naître la disposition Dvorak française en 2002. Cette disposition se popularise, mais un conflit de licence d'utilisation décide la communauté des utilisateurs à développer une nouvelle configuration. C'est ainsi qu'en 2005, la première disposition Bepo est créée pour aboutir à la version finale en 2006. La disposition Bepo pousse l'idée de la répartition un cran plus loin en mettant sur un pied d'égalité les lettres accentuées et non accentuées, permettant ainsi de toutes les mettre en majuscules. Le rééquilibrage du clavier était également presque parfait entre chaque main. Mais alors, quels sont les réels avantages de ces dispositions alternatives ? Déjà, de par leur conception, les déplacements des doigts sont grandement réduits. On peut voir sur cette courte vidéo le même texte tapé avec un clavier AZERTY à gauche et Bepo à droite. On remarque que les mains semblent presque immobiles sur le Bepo alors qu'elles se déplacent beaucoup plus en AZERTY.
Seul l'auriculaire droit voit ses déplacements augmenter avec le Bepo, tandis que tous les autres voient leurs déplacements réduits par rapport à l'AZERTY. Ces déplacements réduits entraînent un gain de vitesse de frappe importante qui peut atteindre jusqu'à 40% chez les personnes les plus aguerries. Pour cette raison, ces dispositions alternatives sont majoritaires dans les concours de dactylographie. Mais il existe malgré tout des exceptions venant contredire la règle, comme par exemple Sean Wona, gagnant en 2010 avec une vitesse de frappe de 574 mots par minute sur un clavier. Un des autres avantages de ces dispositions est que la main s'éloigne peu de sa position de repos. Grâce à cela, les articulations et les muscles sont moins sollicités, et la combinaison de ces deux caractéristiques fait que les mouvements sont plus naturels et diminuent les traumatismes sur les articulations. Pour les personnes utilisant de façon intensive l'ordinateur, passer d'une disposition classique à une disposition alternative permet de diminuer grandement les douleurs et les inflammations du coude ou du poignet. Face à la popularité grandissante de ces dispositions alternatives, et face à l'absence de normes des claviers français, l'Association française de normalisation, ou AFNOR, a été investie en 2015 par le ministère de la Culture de déterminer une norme applicable au clavier. Cela a entraîné l'AFNOR à réaliser un sondage pour déterminer quelle disposition était préférée, et le Bepo y était en directe concurrence avec l'AZERTY. Mais alors, pourquoi ces dispositions alternatives restent-elles marginales face à l'écrasante norme des claviers AZERTY, QWERTY et QWERTZ malgré leurs avantages indéniables? La première raison est liée à une notion que l'on appelle la dépendance au sentier. Si vous êtes habitué depuis des années à une disposition de clavier standard telle que l'AZERTY, passer à une disposition très proche comme le QWERTY ne pose pas de réels soucis. Passer en revanche à une disposition alternative comme le Dvorak ou le Bepo est une toute autre affaire. Toutes vos habitudes vont être perturbées et vous allez devoir réapprendre à utiliser un clavier d'ordinateur comme si vous vous retrouviez devant pour la première fois. Et le principal problème est que nous avons peur de voir nos habitudes changer. Pensez un peu à toutes ces bonnes résolutions du Nouvel An qui n'ont pas survécu jusqu'à la fin du mois de janvier. La deuxième raison ensuite est directement liée aux fabricants d'ordinateurs qui préfèrent gérer un faible nombre de dispositions différentes afin qu'un ordinateur puisse être vendu dans plusieurs pays. Parmi les claviers standards, on peut compter en tout 3 grandes dispositions, l'AZERTY, le QWERTZ et le QWERTY. Pour la grande majorité des langues ayant un alphabet latin mais des caractères spéciaux, le QWERTY est adapté à ces langues. Et pour les langues utilisant un alphabet non latin, leur alphabet apparaît sur le clavier en plus d'une disposition QWERTY leur permettant de naviguer sur internet ou d'écrire en anglais. Cela nous amène donc à une vingtaine de configurations plus ou moins différentes. Si l'on ajoute à cela les dispositions alternatives, cela impliquerait de prendre en compte une centaine de configurations de claviers différentes. Les fabricants ne font donc pas particulièrement d'efforts afin de maximiser les ventes de leurs machines en faisant en sorte de ne pas trop perturber les habitudes. Comme le disait Auguste Dvorak lui-même peu avant sa mort, « Je suis fatigué de faire quelque chose d'utile pour l'humanité, ils sont perclus dans leurs habitudes. » Enfin, la troisième raison est que ce blocage sur 3 dispositions similaires offre un avantage non négligeable lors des déplacements à l'étranger. Quel que soit le pays où vous vous trouvez, même si celui-ci n'utilise pas le même alphabet, vous trouverez rapidement vos marques avec les claviers étrangers munis de la disposition QWERTY. Et c'est un avantage non négligeable pour les grandes compagnies dont les employés peuvent voyager aux 4 coins du monde pour différentes missions. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en dépit de ces inconvénients, les différentes dispositions alternatives ont réussi à atteindre une certaine notoriété au cours du temps. Vous pouvez donc trouver sans difficulté des stickers à coller sur votre clavier pour transformer sa disposition. Mais vous avez également la possibilité de recourir à des housses de protection en silicone qui offrent l'avantage de protéger le clavier des éléments extérieurs. Enfin, si jamais vous souhaitez vous lancer dans l'aventure, vous pourrez trouver des claviers en disposition Bepo ou Dvorak chez quelques fournisseurs. Et pour les smartphones et autres tablettes, rien de plus simple puisqu'il suffit simplement d'installer un logiciel gérant toutes ces dispositions alternatives. Je vous recommande chaudement d'aller faire un tour sur le site bepo.fr dédié à cette configuration. Vous pourrez y trouver l'historique détaillé de la configuration, ainsi que des informations, mais également des drivers si jamais votre machine ne dispose pas du Bepo dans ses paramètres par défaut. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode, je vous remercie de l'avoir vu et j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, mais également à proposer des sujets que vous voudriez voir traités. Je vous invite également à liker cette vidéo, je vous dis en tout cas à très bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.